À ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister. Résister, c'est créer. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944, 13 résistants de la première heure ont lancé un appel aux jeunes générations pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Je vous propose de commencer ce podcast en écoutant ce qu'ils avaient à nous dire. Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. 60 ans plus tard, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Nous appelons, en conscience, à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir 3 gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944, et qui préparait la sécurité sociale et les retraites généralisées, le contrôle des féodalités économiques, le droit à la culture et à l'éducation pour tous, une presse délivrée de l'argent et de la corruption, des lois sociales, ouvrières, agricoles, etc. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux. Nous les appelons à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance, de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens, les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse. Ils ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, résister c'est créer, créer c'est résister. Ce cri du cœur, il semblerait qu'il ait été entendu par le peuple français qui bat le pavé depuis 3 mois.
À l'origine des contestations, le projet de loi travail du gouvernement Valls qui propose de casser complètement le code du travail. Le 2 juin 2016, j'étais dans la rue, dans la manifestation, à la rencontre des gens qui sont venus présenter leur mécontentement pour les interroger sur leur engagement et pour savoir ce qu'ils pensaient de l'évolution de la société française. C'est ce que vous allez entendre maintenant. Donc on est dans le cortège du 2 juin, ça va bientôt faire 3 mois que tout le monde est mobilisé. Et du coup on va interroger un petit peu les gens qui sont autour de nous, savoir quel est leur engagement, combien de temps ils ont manifesté et qu'est-ce qu'ils espèrent. Donc juste pour commencer, ça fait combien de temps que tu es investi dans le mouvement ? Plusieurs mois. Je dirais peut-être même depuis le début. C'est-à-dire que tu as commencé dès la manif du 9 mars hein ? Oui, dès la manif du 9 mars, oui. Donc ça fait bientôt 3 mois effectivement, ça va faire 3 mois à partir de la semaine prochaine. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de la mobilisation d'une manière générale hein ? Je pense qu'il faut se mobiliser, il faut montrer qu'on est toujours là, qu'on ne va pas se laisser faire. Et, si on ne sort pas dans les rues, ça leur facilite la tâche et ils vont croire qu'on a abandonné. T'es étudiante, t'es salariée, t'es quoi ? Étudiante. D'accord, en quoi ? Au Beaux-Arts. D'accord, super. Et qu'est-ce que tu penses de la manif d'aujourd'hui ? Tu trouves pas qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude hein ? Si, justement, c'est ce que j'ai remarqué. Au début, je me suis dit, ouais, il y a moins de monde. J'espère on est toujours plus nombreux que certaines autres manifs, mais j'espère que les gens, ils n'ont pas eu trop peur pour devenir par rapport à la dernière manif, en fait. Et tu penses que c'est à cause des violences policières de la semaine dernière qu'il y a moins de monde hein ? Peut-être c'est possible et le temps ne nous est pas trop favorable non plus. Forcément ça fait plusieurs facteurs. Hein. Tu penses qu'il va y avoir encore des problèmes avec la police aujourd'hui ? Oui, hein, vu comment ça a déjoncté la semaine dernière, je pense que j'ai vu en tout cas ça va de plus en plus violemment. Donc à ton avis la police risque de réagir encore une fois si jamais les étudiants ont une initiative qui est différente du parcours de manif classique hein ? Oui. Bon, on verra bien. Merci pour ton intervention. Quelques minutes plus tard, un peu plus loin dans le cortège, j'ai pu rencontrer une lycéenne avec qui on a discuté de son ressenti sur le mouvement et sur la manif du jour en particulier. Je suis un petit peu déçue du nombre qu'on est parce que j'avais entendu que le taux de grévistes n'avait fait qu'augmenter. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui font grève et qui ne se sont pas déplacés par flemme, mais j'espère que quand même on est plus nombreux que le nombre qu'on est actuellement à se mobiliser et à être chaud patate. Et tu penses que les gens ne se sont pas déplacés par flemme hein ? Y a le temps qui joue et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de voies de transport qui soient indisponibles à cause de la pluie ou des grèves justement. Donc peut-être les gens n'ont pas pu se déplacer vers les grandes villes pour manifester. J'espère que c'est ça ce qui s'est passé pour Tours et qu'il y a des gens qui estiment que faire grève c'est déjà un geste et qui ne voient pas forcément l'intérêt de se déplacer en manifestation. Et tu penses pas que la répression policière de la semaine dernière a calmé vachement de monde et que du coup c'est pour ça qu'il y a un peu moins de monde dans les cortèges hein ? Peut-être, mais vu qu'il y a d'autres facteurs, je préfère me dire que c'est les autres facteurs avant ça, parce qu'on peut pas vraiment prouver que c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est la grève qui fera gagner la bataille, et pas forcément le nombre en manifestation. Donc tant que les gens font grève, moi je suis enthousiaste. Et qu'est-ce que tu penses de l'investissement des salariés et des syndicats d'une manière générale depuis le début du mouvement ? Ça a mis un peu de temps à arriver, mais c'est bien que maintenant ça prenne forme, que ça se généralise dans les secteurs importants. Après c'est vrai que ça aurait pu prendre plus tôt, mais c'est aussi maintenant qu'il faut jouer parce que là on s'est rendu compte que toute la mobilisation qu'il y a eu avant l'arrivée de la loi au Parlement, ça va pas faire servir à grand chose vu qu'ils ont tout balayé. Donc c'est maintenant qu'il faut taper. Et c'est bien qu'ils sortent maintenant aussi. Voilà, c'était un contexte de désillusion aussi qui a fait que les gens ont mis un peu de temps avant de reprendre espoir et de se dire qu'ils pouvaient agir, je pense. Et juste pour avoir un aperçu des gens qu'on interviewe, tu fais partie de quelle classe ? T'es salariée, t'es lycéenne, t'es étudiante ? Je suis lycéenne. D'accord, en quelle année ? Je suis en terminale et je suis une lycéenne sur Tours, voilà. D'accord, donc ça doit faire partie de tes premiers mouvements sociaux durs dans la rue en fait hein. Oui, j'ai jamais fait de mouvements sociaux. J'ai fait des manifs mais c'était plus isolé. Ou alors c'était en suivant mes parents. D'accord, et t'es investi depuis le début ?
Oui, depuis le 9 mars, j'ai bloqué mon lycée. Enfin, le 9 mars, j'ai bloqué mon lycée, et donc c'était le premier, et à partir le premier jour, et à partir de là, je suis rentrée dans le mouvement des étudiants, et voilà. D'accord, merci beaucoup. J'ai retrouvé cette lycéenne à la fin de la manifestation et elle a voulu revenir sur ses propos concernant la faiblesse de la mobilisation, puisqu'entre-temps, il y avait beaucoup de gens qui avaient rejoint le cortège et qu'on avait fini la manifestation suffisamment nombreux pour qu'elle estime que l'impact dans la rue était important. Prendre 2 personnes supplémentaires qui sont dans la manif et qui sont dans le mouvement depuis un moment. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, vous n'êtes pas obligé de donner vos prénoms, juste dire d'où vous venez, depuis combien de temps vous êtes investi dans le mouvement. Moi c'est Célia, je suis lycéenne et je suis dans le mouvement depuis le début, tout début. Moi c'est Arthur, je suis chômeur et ça fait à peu près depuis le début que je suis dans le mouvement. D'accord, donc depuis le 9 mars, depuis les toutes premières manifestations en fait. Enfin oui et non, parce qu'au début j'étais salarié, après j'ai fait une pause entre temps quoi. Parce que je bossais et puis avant j'étais en vacances, c'est un peu le down. D'accord, c'est plutôt intéressant. Et toi depuis le 9 mars hein? Oui. Ok, donc ça va bientôt faire 3 mois en fait que vous êtes plus ou moins dans le mouvement et de la contestation. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du mouvement ? Je trouve que, en tout cas dernièrement, il y a eu beaucoup de remarques, surtout devant les convois. En fait, il y en a qui gueulent des trucs anti-flics et tout ça, et moi je trouve ça vraiment débile. Voilà. D'accord, et toi ? Moi je trouve que c'est en train un peu de partir en noix. Il y a de moins en moins de gens qui sont motivés, il y a du ras-le-bol général dans tous les camps. C'est ce qui explique qu'il y ait de plus en plus de casseurs et de plus en plus de violences policières. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de provocations et que l'objectif est de plus en plus flou. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a moins de monde parce qu'il y a plus de violences policières hein ? Oui, ça fait peur aux gens. Je connais plein de gens qui me disent non, je veux pas y aller, je vais me faire gazer, je le sais. Même moi j'ai peur donc. En rapport avec ce qui s'est passé la semaine dernière notamment, où il y a eu 3 interpellations, une centaine de cartouches de gaz lacrymo qui ont été lancées dans la ville, alors que la manifestation était plutôt calme et plutôt pacifique, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, et vous pensez que la mobilisation peut durer combien de temps encore ? Je sais pas, ça dépend vraiment de la mobilisation, de l'évolution du gouvernement, de ce qu'il décide de faire, mais je pense qu'elle peut durer encore longtemps parce qu'il y a quand même des bases qui sont très solides et que si on reste un minimum solidaire et un minimum accroché, on peut y arriver. Ouais, en gros c'est ça. Et vous pensez pas que toute la partie lycéenne et étudiante risque de se désinvestir d'ici quelques semaines parce que tout le monde va commencer à travailler, et les jobs étudiants, ce genre de choses, ou même la poursuite d'études, les gens qui doivent déménager, changer de ville hein ? Moi j'ai un minimum d'espoir, j'espère vraiment que ça va continuer et que justement les lycéens, j'en connais beaucoup qui sont quand même hyper motivés mais qui bougent pas parce qu'ils ont vraiment peur pour eux et qu'il y a une rumeur et des infos suite aux poursuites qu'il peut y avoir, mais j'espère vraiment que ça va continuer, que ça va pas durer que quelques semaines parce que là ce sera le gouvernement qui va gagner. Moi je pense que ça va au final s'estomper parce que il y aura de plus en plus de violence d'un côté comme de l'autre. Faut pas continuer comme ça, je trouve. Si ça continue comme ça va tuer le mouvement quoi. D'accord. Petite question à toi qui a été salarié, parce que j'ai eu pour le moment que des étudiants et des lycéens. T'étais sous quel format de contrat ? J'étais avec un CDI. T'avais un CDI, d'accord. Et t'as démissionné, tu t'es fait renvoyer ou ça a été une rupture de contrat à l'amiable parce que moi je voulais plus être avec eux vu que les patrons ils étaient pas top on va dire pour être gentil, et puis eux ils voulaient me virer parce que apparemment je bossais pas assez bien pour eux, voilà. D'accord. On peut dire dans quelle structure tu travaillais ou tu préfères pas en parler ? J'étais dans la métallerie. D'accord. Et les conditions de travail du coup ça donnait quoi ? C'était pas tant les conditions, c'était plutôt l'ambiance au travail, du style les mauvaises vannes vraiment pourries des autres salariés, et puis le patron qui est H24 sur ton dos, même quand t'es en pause, qui te fait chier. C'est pas viable quoi. D'accord. Donc des conditions délétères et qui risquent d'être encore renforcées par le texte de loi contre lequel on lutte en ce moment, c'est ça ? Alors ça, j'en sais absolument rien. Après, c'est le patron qui est bête ou pas. Mais oui, ça risque fortement, dans le cadre en tout cas où j'étais, oui, ça risque fortement d'empirer. Ouais. La question piège, est-ce que vous avez lu le texte de loi travail
Oui, moi je l'ai lu. D'accord. Il y a un point en particulier qui te dérange dedans ? Tous me dérangent. Je ne saurais pas te dire exactement, précisément lequel, parce que moi et la politique ça fait deux, je comprends pas tout. Et vas-y qu'on développe les trucs à mort histoire de compliquer la tâche. Mais globalement, le fait qu'on peut te virer, que le côté est sous discussion, si t'es pas d'accord avec un changement de salaire, si t'es pas d'accord, si t'as pas envie d'avoir un changement de salaire d'emploi du temps ou autre, le patron a le droit de te virer. Je trouve non, quoi. Enfin, je trouve ça révoltant, je trouve ça complètement con. C'est t'as le droit de pas avoir envie de travailler jusqu'à 3h du mat ou de travailler plus pour être payé moins. On est d'accord. Et toi, t'en penses quoi ? Moi j'en pense que c'est surtout au niveau tu peux te faire virer beaucoup plus facilement. Moi j'ai pas compris tout le texte parce que voilà, c'est pas trop mon trip la politique. Mais moi c'est surtout ça qui m'a choqué, c'est que déjà que c'est assez facile de te faire virer si il facilite la tâche encore plus, c'est le bordel quoi. Une dernière petite question, vous avez suivi l'actualité toute récente, la loi est passée au Sénat, est-ce que vous avez vu ce que ça a donné ? Non, j'ai pas réussi à suivre. Il y a tellement de rumeurs et d'infos qui se contredisent que j'arrive jamais à savoir ce qui se passe exactement. D'accord, et toi ? Non, j'ai rien vu du tout. D'accord, donc je vous donne la petite information. La loi a été discutée au Sénat hier et il parle d'aller plus loin que le texte de base, d'enlever les 35 heures et d'imposer les 39 heures à tout le monde. Et ils ont prévu de revenir sur la première mouture et de supprimer complètement tous les amendements qui étaient prévus. Je peux juste dire un truc ? Vas-y. Moi j'étais en 39 heures et franchement... j'aime pas, c'était pas mon trip, je préfère largement les 35 heures. Merci pour votre intervention et bonne manif. Toi aussi. On continue dans la manifestation avec un nouvel intervenant. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, je m'appelle Kevin, je suis étudiant en sociologie. D'accord, en quelle année ? En Master 1. D'accord, et t'es investi depuis le début du mouvement ? Ouais, depuis le début, je pense que c'est vraiment important. C'est la casse du code du travail quand même, cette loi, donc il faut vraiment se bouger le cul maintenant, sinon après ce sera trop tard. Je vais te poser la question piège que j'ai posée aux autres. Tu l'as lu le texte ? Oui, alors pas en entier, enfin pas la nouvelle version en entier en tout cas. J'avais lu la toute première version, donc je connais pas tout à fait les modifications qui ont été faites, seulement ce que j'ai lu dans les articles de journaux. Je me suis pas retapé la lecture depuis, mais oui, je l'ai lu intégralement au moins une fois. Ouais. Alors globalement, je vais te dire, tu as lu la bonne version puisque ça a été repris en relecture au Sénat et le Sénat a annoncé qu'il allait repartir sur la première mouture et qu'il allait annuler tous les amendements qui avaient été prévus. D'accord, comme quoi j'ai évité du travail pour rien, c'est ça ? Exactement. Et par rapport au texte de loi, est-ce qu'il y a un article en particulier qui te dérange ? Surtout l'inversion des normes, parce que une fois que les accords d'entreprise seront prioritaires sur les accords de branche et sur le code du travail, ça empêche le fait de se mobiliser ensemble. Ça veut dire que chaque entreprise devra lutter contre son patron en petits groupes et les rapports de force sont vraiment cassés. Après, je pense aussi que la précarisation qui nous est proposée, elle est vraiment absolument ignoble, notamment le fait de pouvoir licencier quelqu'un s'il refuse la modification de son contrat de travail. Ça veut dire que le patron pourra nous demander de faire tout et n'importe quoi, de travailler le dimanche alors que c'était pas prévu, de travailler de nuit alors que c'était pas prévu, et si on n'est pas d'accord, on est viré. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que tu penses que le gouvernement a le choix ? A priori je pense que non, mais c'est un petit peu le problème. Je pense que le gouvernement n'a pas le choix dans le sens où ça a été imposé par l'Union Européenne. Il y a un texte de, je crois que c'est juin ou juillet 2015 où ils expliquent clairement ce qui va se passer. Malheureusement, c'est pas censé être prévu comme ça. Normalement le peuple est souverain et il décide de ce qui est la politique qui est conduite dans le pays. C'est pas à l'Union Européenne de nous dicter ce qu'on doit faire. Donc tu serais plutôt contre l'Union Européenne et éventuellement pour une sortie de l'Union Européenne pour repartir sur de nouvelles bases, ou tu penses qu'on peut retravailler ce qui constitue l'Union Européenne pour essayer de faire une vraie union et pas juste une union économique Alors sur le principe, je pense que je suis pas contre l'Union Européenne, je suis contre une Union Européenne libérale qui ne défend que le patronat et finalement aligne tout le monde sur ceux qui ont le moins de droits. Moi je suis pour une Europe sociale éventuellement, avec du coup tous les pays qui seraient ajustés sur le mieux, ceux qui ont le plus de droits et les droits sociaux les meilleurs. Après je pense que clairement aujourd'hui c'est pas le modèle qui est défendu par l'Europe, qu'on sait que les institutions ont été créées de façon à ce qu'il y ait beaucoup de lobbying, que dans le Parlement européen, les entreprises décident un petit peu de ce qui se passe. Et aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux sortir de l'Europe que de continuer à subir une Europe comme elle est faite. L'Europe, c'est quand même le prix Nobel de la paix.
Oui, mais alors là aussi le prix Nobel, on peut se demander par qui il est décerné, pourquoi. Je pense qu'il y a une petite élite mondiale qui joue beaucoup de ses prérogatives comme ça pour se congratuler les uns les autres. Barack Obama aussi, on a reçu un prix Nobel de la paix alors qu'il était en guerre en Irak. Je pense qu'aujourd'hui le prix Nobel de la paix ça veut pas dire grand chose, donc ça m'inspire pas trop, ça m'inspire pas grand chose. D'accord, une dernière petite question et je te laisse. Est-ce que tu penses pas que plutôt que de manifester, tu ferais mieux d'aller travailler pour te payer un beau costard Non, clairement pas, parce que si on finit par regarder les choses de manière totalement individualiste, moi j'ai rien à foutre là. Je pense que je suis plutôt un bon étudiant, j'espère devenir maître de conférence. Si je suis maître de conférence, il est possible que ce contre quoi on manifeste ne me touche pas du tout. Je pense qu'il faut lutter pour ceux qui n'ont pas forcément toujours les moyens de le faire. Et que quand on regarde les choses, pas seulement de manière individualiste, mais qu'on essaye de se demander comment on peut fonctionner tous ensemble et comment on peut faire société, ce qui est quand même l'un des principes qui intéresse les sociologues. Aujourd'hui, clairement, on ne peut pas continuer cette course à l'égoïsme et donc moi, oui, peut-être je pourrais travailler pour me payer un beau costard, mais ça m'intéresse pas. Je trouve ça plus intéressant de savoir comment tous ensemble on arrive à aller de l'avant. Donc en conclusion, t'es plutôt t-shirt? En conclusion, je suis plutôt t-shirt que costard. Ouais. Merci Kevin et bonne manifestation du coup. Merci. Après avoir tendu mon micro par-ci par-là, j'ai réalisé que les employés n'étaient pas très partants pour parler devant des médias. J'ai fini par trouver un cheminot qui a bien voulu expliquer un petit peu sa présence, le fonctionnement de l'entreprise et les problèmes liés à cette modification de tout ce qui régit le code du travail. On prend la personne suivante dans la manif. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Vous n'êtes pas obligé de me vous donner le nom, mais juste savoir qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Est-ce que vous êtes salarié, chômeur, étudiant, lycéen? J'imagine que vous n'êtes pas lycéen, mais sait-on jamais? Et voilà, expliquez un petit peu qu'est-ce que vous faites ici et qu'est-ce que vous espérez des manifestations. Alors moi je suis cheminot depuis une quinzaine d'années, donc je suis en bureau d'études. Bon, je gagne plutôt bien ma vie, mais pour autant j'ai des opinions bien tranchées sur ce que doit être une loi, et donc en particulier la loi travail, pour moi, elle n'a aucune raison d'être, et surtout, il faut l'abolir, tout simplement, quoi. Enfin, abolir, en tout cas, la supprimer, voilà. D'accord, hein. Vous êtes dans les manifestations depuis le début, depuis le 9 mars hein? Non, j'en fais quelques-unes. C'est toujours un peu compliqué de faire grève, mais bon, là aujourd'hui je suis en grève et donc bien sûr je participe à la manif. Voilà. Votre travail en bureau d'études, vous êtes technicien ou vous êtes ingénieur? Ingénieur. D'accord, donc vous êtes cadre. Hein? Cadre. C'est plutôt intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont mobilisés, qu'on n'attend pas forcément, parce que le gouvernement a tendance à présenter les manifestations comme étant des mouvements principalement ouvriers. En fait, la casse du code du travail, ça concerne tout le monde. Exactement, exactement. Ça me concerne, même si je suis pas très loin de la retraite, mais ça concerne aussi mes garçons, et donc voilà. Même si je regrette un petit peu que mes autres collègues ne soient pas très impliqués, mais bon, j'en parle autour de moi, j'essaye de les convaincre, voilà. Vous espérez que la CGC appelle à la grève? CGC, le syndicat Béni Oui Oui avec CFDT et UNSA, moi je peux pas les encadrer ceux-là. C'est une petite blague, je suis moi-même ingénieur, donc je sais de quoi vous parlez et je vois à peu près la représentation syndicale dans le milieu ingénieur. Je sais que c'est un petit peu un désert syndical, donc c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que vous pensez des mobilisations étudiantes hein? C'est vachement intéressant. Quand on dit que les jeunes ils s'impliquent pas, on voit bien que c'est un peu là ils savent démontrer que ça n'est pas vrai quoi en fait, qu'ils se sentent vraiment impliqués. Et puis forcément ils se sentent impliqués parce qu'ils vont être concernés dans leur vie future et que bon ils sont pas cons quoi, ils savent réfléchir quand même nos enfants et nos étudiants. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez des déclarations qui disent que parce que c'est des étudiants ils connaissent rien au monde du travail hein? Ça c'est une façon de déconsidérer le mouvement quoi, de les déconsidérer, c'est du mépris même, c'est du mépris social quoi, c'est du mépris, ouais. Franchement c'est du mépris quoi. Je trouve ça moi ça me plaît pas quoi, enfin c'est franchement voilà. D'autant plus que les chiffres montrent qu'il y a à peu près un tiers des étudiants qui sont salariés en parallèle de leurs études pour payer leurs études hein, et que quasiment tous font des jobs étudiants pendant l'été pour pouvoir financer une partie de leurs études, donc dire qu'ils connaissent rien au monde du travail c'est vraiment méprisant, je suis d'accord avec vous.
Qu'est-ce que vous pensez de l'investissement dans le milieu cheminot? Parce que c'est quand même eux qui suivent beaucoup et c'est quand même eux qui ont un pouvoir d'action sur l'État en ayant la puissance de bloquer notamment les voies de chemin de fer avec un pouvoir de grève qui a un impact assez fort. On a vu dans les mouvements sociaux à travers l'histoire de la France que les cheminots ont toujours été assez réactifs et ont toujours pesé dans la balance. Est-ce que vous pensez que l'investissement des cheminots dans cette manifestation, ce mouvement social en particulier, est suffisant? Est-ce que vous espérez plus de la part de la base, de la part des syndicats, de la part des cadres? C'est compliqué, je veux dire, de faire grève. Moi, j'ai du mal à me mettre à leur place dans le sens où je me répète, mais je gagne plutôt bien ma vie par rapport au commun des cheminots qui travaillent sur le terrain, qui eux sont à 1 500 € ou légèrement plus, mais bon, et qui eux, bon, s'ils font grève, ça fait vraiment mal au portefeuille. Alors que moi, bon, je peux très bien vivre avec quelques jours de grève. Voilà. Donc après l'implication des cheminots, je dis ceux qui s'impliquent, bravo. Et puis on a des syndicats, alors bien sûr ils sont minoritaires comme la CFDT ou comme l'UNSA, enfin encore l'UNSA, dans mon milieu du bureau d'études d'encadrement, UNSA plus CFDT, ça fait quasiment les 3/4 des voix aux élections professionnelles, quoi. C'est affligeant, mais c'est comme ça, quoi. Alors voilà, c'est tout. Il y a quand même de la population syndiquée, c'est quand même c'est un bien dans un mal, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément syndiqués chez les bons, mais ils sont quand même syndiqués. C'est-à-dire qu'il y a quand même des revendications, il y a quand même des gens qui estiment que les syndicats sont utiles. Alors, en fait, là, je parlais de la participation aux élections professionnelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément syndiqués. Le taux de syndicalisation, en tout cas dans le milieu de l'encadrement, n'est pas très très élevé. Bon, mais il y a aussi, il faut pas se le cacher. Je veux dire, à partir du moment qu'on montre ses opinions sur le milieu professionnel, surtout avec des syndicats comme Sud ou comme CGT ou comme FO, mais surtout Sud et CGT, forcément ça a un impact sur l'avancement en carrière, c'est clair. Moi personnellement je n'ai plus rien à perdre, je suis pas très loin de la retraite donc j'en ai rien à faire, ça me gêne pas. Je suis dans un statut particulier qui fait que j'ai rien à craindre à ce niveau-là, mais je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de réticence à s'engager et à montrer sous certaines couleurs syndicales, voilà. Mais parce que la relation de travail est une relation de soumission, c'est une soumission à l'employeur, de toute façon, c'est pas une solution équilibrée. Le seul moyen de rééquilibrer cette relation-là, c'est la loi. Et aujourd'hui, quand on casse une loi pareille, eh bien, on casse ce rééquilibrage qui existait autrefois et qui est le fruit de luttes syndicales qui ont même provoqué des morts il y a plus d'un siècle, voilà. Et donc, il faut se battre là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec vous. On va faire un petit point particulier cheminot parce que je suis pas sûr que tout le monde soit au courant et du coup dans un but d'information. Est-ce que vous pouvez parler rapidement du décret socle, qui est la partie qui concerne particulièrement les cheminots? Alors oui, je dois avouer que je l'ai pas trop lu, mais en gros, là en ce moment, avec la loi qui est passée où on a réintégré la partie réseau à la SNCF, et donc c'est devenu le groupement public ferroviaire, eh bien, on renégocie ce qu'on appelle la convention collective du milieu ferroviaire, mais avec les autres exploitants ferroviaires. Et là, on veut revenir sur certaines dispositions, en particulier de ce qu'on appelle, nous, le RH77, qui est le règlement sur les relations de travail à la SNCF. Et on est en train de remettre en cause, en particulier, certaines règles qui aujourd'hui, auxquelles les cheminots tiennent beaucoup. Alors moi, c'est des règles auxquelles je ne suis pas soumis, puisque moi j'ai des horaires de bureau, mais ceux qui sont en astreinte, ceux qui font des postes en 2 ou 3/8 dans les établissements, etc., ceux qui sont sur le terrain, les roulants, ceux qui se déplacent, que ce soit les contrôleurs de train, que ce soit les conducteurs, eh bien, ils sont soumis à des règles, et en particulier sur les repos, sur les reprises de travail, etc. Par exemple, il y a une règle bien précise qui s'appelle le 19-6. Le 19-6 à la SNCF, c'est à la veille d'un repos, on ne doit pas terminer après 19h, et à la suite d'un repos, on ne doit pas reprendre avant 6h du matin. Et ça, la direction Guillaume Pépi veulent revenir là-dessus, et ils veulent mettre maintenant 23h et 3h du matin. C'est-à-dire que avant d'aller en repos pour un roulant ou quelqu'un qui est d'astreinte, eh bien, il peut terminer jusqu'à 23h la veille de son repos, et le lendemain de son repos, il pourrait reprendre à 3h du matin. Voilà. Et ça, forcément, là, on peut comprendre que les gens ne soient pas d'accord du tout avec ça. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà.
Et est-ce que vous pensez pas, pour finir, que c'est en partie une préparation pour la mise en place d'une privatisation du rail et supprimer le monopole de la SNCF pour préparer ce que demande l'Union européenne depuis un moment, à savoir mettre de la concurrence et supprimer tout ce qui est service public Alors, en fait, la privatisation, oui, il y a un mouvement comme ça, mais je dirais que rien que déjà tel qu'il existe aujourd'hui avec cette nouvelle loi sur le GPF, le groupe public ferroviaire, en fait, dans les pratiques, ça revient un peu à une sorte de privatisation, en tout cas à une libéralisation du transport, c'est évident. Je veux dire, le transport de voyageurs, là, il va être complètement ouvert à la concurrence. Les régions, dans je ne sais plus dans combien de temps, elles vont avoir le droit, 2019, elles vont avoir le droit de pouvoir choisir n'importe quelle autre entreprise ferroviaire pour assurer les services régionaux et pourra se passer de la SNCF. Et à ce moment-là, que deviennent tous les cheminots, alors le matériel, puisque le matériel lui appartient, le matériel TER appartient aux régions, et donc elles seront en droit de pouvoir choisir n'importe quelle autre entreprise, genre Veolia, genre d'autres... Climatech qui soit offert à cette... Voilà, par exemple. Et donc, que deviennent les cheminots dans ces cas-là qui assurent ces trains-là? Ceux qui s'occupent de l'entretien de ce matériel. Voilà. Ça, c'est un méga problème. Et aujourd'hui, c'est pas réglé. Voilà. Et ça risque de faire réagir beaucoup. En gros, c'est généralisé ce qui s'est fait notamment dans le domaine de l'eau dans les années 90, où on a fait appel à toutes les grandes sociétés avec des partenariats publics-privés pour la gestion de l'eau, et donc faire la même chose avec le ferroviaire. C'est-à-dire qu'on délègue le service public à une entreprise privée qui va avoir des envies de rendement plutôt que des envies de service public. Alors, justement, le service de l'eau, en fait, ça date de Napoléon III. Ça a été privatisé depuis très très longtemps. Autrefois, il y avait la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, qui sont maintenant devenues Veolia, je ne sais plus quelle autre, comment ça s'appelle. Suez Environnement. Suez Environnement, exactement. Merci. Et en fait, ça n'a pas commencé dans les années 70 ou 80, ça a commencé depuis un siècle et demi, à la fin de Napoléon III, cette privatisation de l'eau. Même aux États-Unis, l'eau n'est pas privatisée, l'eau est restée dans le domaine public. Quand on dit que les États-Unis, effectivement, c'est un pays ultralibéral, mais là-dessus, ils n'ont jamais lâché le service de l'eau qui devrait rester un vrai service public parce que c'est fondamental pour la vie des gens. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que beaucoup de gens vont apprendre un peu le fonctionnement de la SNCF parce que finalement on entend beaucoup de choses, mais c'est intéressant d'avoir des avis de l'intérieur. Bonne manifestation. Merci. On continue dans le cortège avec des étudiants en médecine qui sont mobilisés également. On va leur poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, les gars? Moi je m'appelle William et je suis étudiant en 5e année de médecine. Simon, étudiant en 5e année de médecine également. Et Jonas, 4e année de médecine. D'accord, et pourquoi vous êtes là? On est là principalement contre la loi travail. Moi ma première manif que j'ai faite, c'était par rapport aux violences policières qui avaient eu lieu à Tours. Et c'est l'élément déclencheur qui m'a fait me dire qu'il faut que j'aille dans la rue. D'accord. Pourquoi on est là? Parce que personnellement, j'en avais un peu marre de me faire enculer par le gouvernement, tous les gouvernements qui passent les uns après les autres. Et mon anus commençait à être irrité, donc j'ai voulu m'engager dans le mouvement pour afficher mon mécontentement. D'accord. Ça bouge, quoi. Pour donner un peu de solidarité avec ceux qui sont investis. Pour donner de la solidarité et aussi pour participer à ce mouvement qui est très important. D'accord, et toi? Vis-à-vis de la loi travail, nous, on a la chance d'être moins impacté par cette loi, donc c'est plus par solidarité envers les travailleurs et les futurs travailleurs, et c'est également contre le 49.3, contre l'état d'urgence permanent qui n'a plus aucune raison d'être et qui est simplement contre-productif, qui est juste un déni de démocratie, un déni de liberté. C'est bien parce que tu as un peu annoncé ce que j'allais te poser comme question, c'est-à-dire que les médecins ne sont pas vraiment concernés par le problème de la loi travail finalement. Alors oui, non, toute la partie libérale sera beaucoup moins impactée, mais faut pas oublier qu'il y a une partie des médecins qui travaillent en clinique, qui travaillent à l'hôpital, donc c'est aussi des salariés. Donc si ils peuvent être impactés par cette loi travail, et également les étudiants qui sont en formation, on a des répercussions sur nos droits, sur nos contrats de travail. D'accord. Globalement, vous êtes investi depuis combien de temps dans le mouvement? Alors, on est début juin, ça va faire début mai. Pas tout à fait au début, mais un petit peu après, quoi. D'accord, donc à peu près un mois. Et vous, les gars? Ça fait 2 semaines. Pareil, 2-3 semaines. Ouais.
D'accord. Et donc vous êtes venu principalement suite aux violences policières, tu me disais, pour toi? Pour ma part, ouais, c'était ça. C'est la première manif que j'ai faite, c'était suite à ça, parce que je m'étais pas encore assez renseigné sur le texte. Et toutes ces notions un petit peu politiques, c'est un peu nouveau aussi pour moi. J'y prenais pas trop part avant. Le premier manif, c'était pour ça. C'était pour manifester et montrer que malgré les violences, pas peur, entre guillemets. D'accord. Et donc vous avez suivi ou vous êtes venu pour d'autres raisons? De quoi? Vous avez commencé à vous investir pourquoi en fait, hein? À partir du moment où il y avait le recours au 49.3, je me suis dit merde. Parce qu'en en médecine, on n'a pas l'impression que la loi travail va nous toucher, parce que c'est vrai qu'on a la chance, je pense, de ne pas avoir de problème à la fin de nos études pour trouver un boulot. Et je pense aussi que niveau thunes, et on va pas avoir trop de problèmes là-dessus, mais c'était surtout le recours au 49.3 qui a fait que là c'était déni de démocratie et aucun dialogue avec le peuple. Et c'est ça qui m'a fait me bouger dans la rue, et dans un premier temps. Ouais. D'accord, et toi t'es venu dans la rue parce que c'est le souci en études de médecine, c'est qu'on a assez peu d'informations vis-à-vis sur ce sujet en général. Il y a très peu de discussions, de débats sur ce sujet, donc c'est un peu à chacun de trouver son information. Donc, moi j'ai eu la chance d'être bien informé par des amis qui n'étaient pas en médecine. Et aussi par toute la diffusion sur internet, par le mouvement On vaut mieux que ça. C'est ça qui a permis de me dire, ah tiens, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qu'il faut que je me tienne au courant, et c'est ainsi que j'ai pris connaissance du mouvement, quoi. D'accord. Vous pensez que les gens qui sont en études de médecine et même après qui travaillent soit en profession libérale, soit dans les hôpitaux sont un peu dépolitisés? Dépolitisés, oui. C'est comme je disais précédemment, c'est vraiment qu'il y a on n'est pas du tout informé. J'ai vraiment l'impression, en ayant discuté avec d'autres camarades dans ma fac, c'est que les gens ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe pour la plupart. Il y en a qui étaient même, certains en parlant, et qui n'étaient même plus au courant, qui ne savaient même pas qu'on était encore en état d'urgence, quoi. C'est des gens qui soit n'ont accès qu'à l'information des JT, soit qui ne s'informent même plus du tout. Et comme tu le dis, oui, je pense qu'on est dépolitisé, oui. Je pense que c'est peut-être se cacher derrière une excuse, mais je prends l'exemple de la médecine où finalement on passe notre temps à lire nos bouquins, notamment sur les 3 dernières années, et que là maintenant, je prends du temps sur le fait de passer du temps à lire mes bouquins pour lire des infos ailleurs, mais avant que ça me paraisse si important, quand je lisais pas mes bouquins, j'avais pas envie de passer mon temps à lire les journaux, et peut-être se cacher derrière ça, hein, je sais pas, mais ça fait que oui, il n'y a pas de conscience politique qui naît. Après, il y a ceux qui l'ont eu dès le lycée, donc c'était pas mon cas. Peut-être que là, ça aide un petit peu ceux qui étaient déjà politisés au lycée et qui du coup continuent de s'informer. Pour les libéraux, je sais pas du tout si on a vu qu'ils pouvaient être politisés, mais quand ça les concernait, notamment avec la loi santé, où là, ça a pas mal bougé, ça a pas mal gueulé, ça a même fait grève, ce qui est pas fréquent quand même dans les métiers médicaux, parce que le patient passe avant tout ça, mais dépolitisé, je sais pas, je pourrais pas te dire. Vous pensez qu'il y a un manque de solidarité du coup? Parce que si tu me dis que les médecins sont motivés que quand ça les concerne directement et que ça les intéresse pas vraiment quand ça concerne les autres portions de la population parce qu'ils ont des statuts particuliers et notamment pas trop de problèmes pour trouver du travail vu que globalement on manque de médecins, est-ce que ce serait un manque de solidarité ou est-ce que c'est juste que vous êtes tellement enfermé dans votre truc que vous réalisez pas forcément ce qui se passe à côté? C'est vraiment, je pense, le fait d'être enfermé, la médecine c'est vraiment une bulle, c'est un microcosme, hein. C'est vraiment, tout le monde est en contre-médecine en général, et que on a accès qu'aux informations qui circulent entre nous, et il y a assez peu de communication justement avec les autres facs, et c'est pour ça qu'on a accès aux informations que si on a des amis de l'extérieur, mais c'est... Oui, on manque d'informations, quoi. C'est pas vraiment de solidarité. C'est une fois que les gens sont au courant, sont informés, en discutant justement avec des amis qui n'étaient pas trop au courant sur le mouvement, ouais, ils étaient favorables au mouvement, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas du tout conscience de ce qui se passait à ce moment-là, quoi. Donc il y a une forme de formatage en fait dans les études de médecine. On vous demande d'être médecin et on vous demande pas de faire autre chose, quoi.
c'est que les études, pour les études en elles-mêmes, elles sont déjà très prenantes, c'est peut-être ça. Même pour les médecins qui sont installés et qui travaillent, je le répète, c'est que prendre du temps pour aller en manif, prendre du temps pour s'investir, c'est moins de consultations et moins de temps pour voir les patients. Et je pense que du coup, ils prennent ce temps et enlèvent du temps à leurs patients que quand vraiment ils sentent que là il y a une grosse merde comme la loi santé. Peut-être, je sais pas. Hein. D'accord, ton avis sur la question ? Un problème de solidarité, je pense pas, parce que, pas plus qu'ailleurs en fait. Quand on voit que, d'après les sondages, 80% de la population française est contre la loi travail, on devrait avoir techniquement 80% des Français dans la rue. Clairement, on n'a pas 80% de la ville de Tours avec nous là. On les a pas, donc on est d'accord. Donc après, c'est peut-être que c'est ce côté corporatiste et renfermé qu'on a depuis la deuxième année de médecine qui fait que nos pères et nos contemporains sont un peu enfermés et ils sont un peu aveuglés, je dirais. Je sais pas. Petite question piège, un peu différente de la loi travail, mais est-ce que vous pensez qu'on est encore en démocratie ? Techniquement, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment toutes les conditions pour vraiment parler d'une démocratie. Ce qui est bien, c'est que tu cites l'article 2 de la Constitution française, qui dit que justement la France est régie par le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du 49.3 qui permet de squeezer la représentation du peuple, à savoir le Parlement ? C'est totalement antidémocratique. Ça, de toute façon, je pense que pour le coup, c'est pas trop une question de piège. Je pense que tout le monde s'accorde à dire là-dessus que 49.3, c'est un outil politique qui devrait être retiré de la Constitution. On ne devrait pas avoir à utiliser ce genre d'outil, ne devrait pas exister. Bon, vous êtes d'accord globalement avec ce dit le camarade, D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, si vous suivez un petit peu l'actualité et la répression policière qui a lieu sur les différentes manifs ? Tu me disais tout à l'heure que toi, tu avais rejoint les manifs principalement à cause de ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation massive d'un arsenal militaire par les forces de l'ordre et de la répression sur Tours en particulier et en France en général ? Est-ce que vous avez un avis sur la question ? L'avis, il est forcément négatif. C'est la force déployée est assez impressionnante. Surtout, je prends l'exemple sur Tours. Après, ce qu'on voit, je reste mitigé par rapport aux vidéos qui circulent sur Internet. Certes, on voit de la violence, mais on n'a pas vécu le début de la manifestation, on n'a pas vécu l'ambiance générale. Donc, oui, on voit des violences qui restent injustifiées, mais tant que j'y suis pas, Alors que là, sur Tours, clairement, j'ai pu assister à des manifestants qui viennent les mains levées, qui s'arrêtent à 10 mètres des forces de l'ordre, qui sont juste en train de chanter et qui se font attaquer à coups de fumigène ou autre. Enfin, de lacrymo, excuse-moi. C'est injustifié. Là, c'est injustifié. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça fait que depuis 2 mois, ils sont sous pression et que là, ils craquent ? Est-ce que c'est que les règles ont changé ? Est-ce que c'est que... Enfin, les ordres ont changé ? Je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui pose vraiment problème. Et est-ce que vous pensez pas qu'on risque de rentrer dans une spirale de violence à partir du moment où la police est un peu plus répressive, les manifestants vont venir pour d'autres raisons que de la manifestation pacifique, Est-ce que vous pensez pas que ça risque de conduire à une escalade de violence avec toujours plus de flics et toujours plus de manifestants qui viennent pour faire autre chose que manifester pacifiquement ? Je ne serais pas du tout étonné. Je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'il y ait des dérapages, d'avoir vraiment des blessés graves, voire des morts, on ne sait pas. Que ce soit le côté policier manifestant d'ailleurs. De toute façon, je suis contre toute forme de violence, qu'elle soit policière ou du côté des manifestants. C'est à partir du moment où il y a vraiment cette création d'un affrontement policier-manifestant, qui est cette confrontation qui n'a pas lieu d'être. Normalement, les policiers sont juste là pour encadrer la manifestation, pour que tout se passe bien, et que les manifestants sont juste là pour revendiquer leurs droits, revendiquer ce pourquoi ils sont dans la rue. La violence n'a pas lieu d'être et il faudrait peut-être comprendre qu'elle vient plutôt des instances qui ont créé cette dualité policier-manifestant, que la violence est peut-être justement, la violence vient du gouvernement, vient de leur façon de gouverner, de leur façon de passer des lois en force et d'utiliser des outils antidémocratiques. Et peut-être de leur sortie médiatique aussi. Est-ce que vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Macron ? Non, je l'ai pas fait.
Vous avez, oui. Vous en pensez quoi? Parce que globalement, vous faites partie des gens qui vont travailler pour s'acheter un beau costard quand vous serez médecin. Pas forcément, tu sais, c'est une image qu'on se fait, mais quand tu vois qu'il y a, je crois que c'est plus de 50% des médecins généralistes qui sont en dessous de 3 000 € en travaillant 40 à 50 heures. 3 000 € c'est très bien pour vivre, c'est pas ce que je dis, mais je pense pas que l'objectif de tous les médecins soit de s'acheter un beau costard. Tu parles à un ingénieur qui a bossé 50 heures par semaine en gagnant 1 500 € par mois. Donc je suis assez d'accord avec toi. Et donc un avis toi sur le costard hein? Ça reste un banquier millionnaire en plus de ça. Donc, je pense pas qu'on a de leçons à avoir de cette personne qui est complètement hors sujet, qui est déconnecté de notre vision des choses. Donc si lui porte des costards et qui lui vont bien, tant mieux pour eux. Et franchement j'en ai complètement rien à foutre de ces costards. Et pour moi c'est comme Sarkozy qui balançait sur la Rolex, quoi. Ils sont déconnectés. Ils devraient même pas être élus. Ces personnes ne devraient pas être élues. Ils ne nous représentent pas. D'accord. Et donc, pour donner un petit peu d'espoir à ceux qui écouteront ce podcast, est-ce que vous voyez une alternative à ce qu'on vit actuellement? Pas forcément à la loi travail, mais au fonctionnement du gouvernement. Est-ce que vous avez une idée pour instaurer plus de démocratie, éventuellement des suggestions, éventuellement des informations que vous auriez eues? Est-ce que, je sais pas, par exemple, le mouvement Nuit debout vous inspire quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'il peut émerger des trucs intéressants? Est-ce que vous avez un avis général sur comment doit évoluer la société de demain? C'est justement que les idées, elles ont été dégagées justement grâce à ces Nuits debout. Il suffit de regarder le wiki qu'ils ont créé avec un condensé de toutes les informations qu'ils ont pu compiler de tous les AG, de tous les débats, toutes les discussions qu'il y a pu y avoir. Et il y a vraiment, les idées elles sont là, il y a des solutions, il y a des idées qui ont été dégagées. Après c'est plus pour la mise en pratique que je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut faire passer autant de lois, autant de réformes du gouvernement, de la gestion des médias, la gestion des forces policières. Il y a tellement de choses qui sont de travers à changer que c'est pas évident de voir par quel chemin passer pour aboutir à ces changements quand même. Mais les idées sont déjà là, elles sont couchées sur le papier, quoi. C'est déjà un bon départ. Et votre avis, les amis? Concernant Nuit debout, ça peut forcément qu'être bénéfique. Déjà, on se retrouve. C'est vrai que des lieux où on parle, où on échange, où on se connaît pas, mais où on débat, il y en a. Moi, j'en connais pas. Quand je sors avec des personnes, c'est des personnes que je connais. Je rencontre rarement des nouvelles personnes. Et maintenant, on le voit partout. On se met en couple avec nos collègues, nos potes, c'est-à-dire nos collègues, parce que on appartient à un petit milieu et on va pas ailleurs. Donc juste pour ça, déjà, c'est bénéfique. Après, c'est marrant que t'en parles, parce que j'en parlais avec un pote hier qui m'expliquait, j'ai vu par-ci par-là qui traînait l'histoire de l'élection par tirage au sort. Et je m'étais dit, oui, c'est vrai que dans ce cas-là, au niveau représentativité, le hasard, il n'y a pas mieux, je pense. Mais ça me paraissait un peu... Et il m'a parlé du coup qu'en Islande, ça se faisait. Alors on parle quand même d'un État bien évolué au niveau politique par rapport au nôtre, mais qu'apparemment ça marchait très bien. Donc je me suis pas encore renseigné, mais s'il y en a d'autres qui veulent se renseigner... Il y a un truc qui marche déjà assez bien au niveau du tirage au sort en France, qui n'est pas appliqué dans la politique, mais qui est appliqué dans la justice. Globalement, c'est comme ça qu'on prend les jurys dans les procès. Ouais. C'est-à-dire que demain, tu peux être appelé à être jury dans un procès où on t'aura aucune information et t'es tiré au sort, avec des critères bien spécifiques, et on pourrait imaginer que ce soit applicable à la politique. Non, c'est vrai. C'est appliqué qu'à une part des trois pouvoirs, mais oui, pourquoi pas sur le côté législatif ou même exécutif. On peut imaginer ce genre de tirage au sort appliqué aux autres pouvoirs. Et du coup, un dernier avis pour l'avenir un dernier avis pour ce que tu aimerais de voir apparaître en démocratie, ou ce qui te donne de l'espoir, ou les choses qui te laissent penser que éventuellement on peut avancer dans la bonne direction? Beaucoup plus de manifestations du type Nuit debout, où c'est vrai qu'on prend la place publique pour discuter ensemble et toucher vraiment toute la population, parce que après je sais pas qui est représenté dans les Nuits debout à Paris, ou partout ailleurs, mais c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer et donner son opinion et ses avis pour reconstruire quelque chose, quoi. Pour refaire de la politique, en fait. Pour refaire de la politique, pas à l'image de la droite et la gauche actuelle, où ils font de la politique pour se tirer dans les pattes, en fait.
Non, pas de la politique politicienne, de la vraie politique au sens noble du terme en fait. De la vraie politique pour aller à un but bien précis et complètement, enfin c'est possible, je suis sûr que c'est possible, tout le monde peut s'entendre sur un avenir idéal, enfin pas idéal où tout le monde pourrait vivre en harmonie. C'est super d'avoir des petites idées un petit peu différentes et d'avoir un minimum de positif dans ce genre de manif où globalement tout le monde est là pour dire pas content. Merci pour votre intervention, ça fait plaisir de voir qu'on a des gens de médecine qui sont investis dans le mouvement quand même. Hein. C'est suffisamment rare pour pouvoir être noté et mis en avant. Bonne continuation de manif et puis j'espère qu'on va réussir à obtenir ce qu'on veut. Après avoir traversé la place du Monstre, être passé devant la faculté des tanneurs et avoir redescendu la rue Nationale, j'ai trouvé une dernière étudiante qui a bien voulu se faire interroger pour donner son ressenti sur la journée, sur la manif et sur son engagement. On arrive en fin de manif, on est devant l'hôtel de ville, on a suivi le trajet qui était prévu et il n'y a eu aucun heurt pour le moment avec les forces de l'ordre. Et du coup, je vais continuer à interroger un petit peu les gens qui sont installés sur la place Jean Jaurès. Je suis avec une étudiante, est-ce que tu peux te présenter rapidement, sans forcément donner ton nom, mais dire depuis combien de temps tu es investi dans le mouvement, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir et qu'est-ce que tu as pensé de la manif d'aujourd'hui ? Alors, je suis dans le mouvement, ça va faire maintenant 1 mois et demi, j'y suis à peu près depuis fin avril, depuis la première nuit debout qui s'est déroulée à Anatole France. Ce qui m'a donné envie de rentrer dans le mouvement, c'est cette foutue loi, mais voilà, l'envie d'être actrice vraiment de ma vie et dans la société dans laquelle on vivait. Et il y a une phrase qui m'a marquée hier, il y a eu la projection d'un film et il y a dans ce documentaire, il y a un jeune qui pouvait dire qu'on est passé de vivre à exister. Et ça m'a vraiment fait écho, dans le sens où voilà, jusqu'à maintenant, j'avais l'impression, je vivais, j'avais des opinions sur certaines choses, mais j'avais pas cette sensation d'exister et d'être actrice dans la société et dans ma vie, on va dire. Donc c'est vraiment c'est cet élan-là qui m'a poussé à rentrer dans le mouvement. Donc t'estimes en fait qu'en venant ici tu fais ton devoir citoyen, c'est ça ? Voilà, en partie, et même pour moi, tu vois, même pour ma vie perso, ça structure mes idées, ça structure mes opinions, ça me permet d'avoir un regard critique. Moi voilà, je viens pas d'un milieu militant, ma famille, tout ça n'est absolument pas militant. Il n'y a pas de culture du militantisme et du coup voilà, là-dedans je trouve ça, et je pense que c'est quelque chose dont j'avais besoin et que je ne trouvais pas dans mon entourage. Et voilà, j'ai vraiment cet élan-là de venir confronter mes idées, en découvrir des nouvelles, discuter avec du monde, vraiment même j'ai presque envie de dire que c'est un élan d'humanité, entre guillemets, de me rapprocher des êtres humains qui sont sincères, qui ont des valeurs, des principes et qui les portent quoi, au final, qui les assument et qui savent les défendre et les argumenter. Ça, j'avais besoin de découvrir ce milieu-là, on va dire. Et tu fais des études en quoi ? Je suis en formation d'éducatrice spécialisée, en fin de formation, je passe mes examens. D'accord, donc tu finis cette année et l'année prochaine tu commences à travailler C'est ça, c'est exactement ça. Là je suis en période d'examen et du coup aussi de par ma formation d'éducatrice spécialisée, j'ai rencontré aussi des collègues de formation qui étaient militants ou en tout cas qui participaient à des manifs et du coup ça plus le mouvement, ça m'a vraiment donné l'envie de prendre ma vie à bras le corps, on va dire, et d'être plus active. D'accord, et qu'est-ce que tu as pensé du coup de la manif d'aujourd'hui ? Alors la manif d'aujourd'hui, j'ai été plutôt, au début j'étais un peu déçue de voir si peu de monde à mon goût, mais finalement là à la fin je suis plus positive qu'au début, parce que je trouve qu'il y a eu il y a eu du monde qui est arrivé. J'ai trouvé qu'on était quand même relativement nombreux par rapport justement aux violences policières qu'il y a eu la semaine dernière. Je m'attendais justement à ce qu'il y ait peut-être encore moins de monde que ce qu'il y a eu suite à ça, avec la peur, le temps qui n'a
n'a pas aidé. Mais au final, voilà, je suis plutôt contente du nombre, on va dire, que l'on peut être. Par contre, un peu déçue, voilà, qu'on ait fait un trajet conforme à ce qui était prévu et qu'au final, on n'a pas embêté grand monde, mis à part les civils, par rapport aux routes et les blocages qu'on a pu faire. Est-ce que tu ne penses pas que la mobilisation étudiante est un peu en train de s'essouffler? Depuis le 9 mars, il y a des gens qui sont mobilisés. C'est la première manif à Tours où il n'y a pas d'encadrement parce qu'on n'est pas suffisamment d'étudiants. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense peut-être que là, on voit peut-être les répercussions des violences policières, où il y a peut-être eu des jeunes... Enfin jeunes entre guillemets, je veux pas mettre d'étiquette, mais voilà, des personnes qui étaient peut-être pas forcément très habituées à ce genre de choses et qui ont pris peur et qu'on préférait rester chez eux et peut-être militer d'une autre manière. Après, en ce qui concerne le mouvement de la fac, j'ai pas moi personnellement repéré un essoufflement, quoique en AG on est quand même moins nombreux. Après voilà, moi c'est pas forcément... je suis pas trop à remarquer ce genre de choses parce que même si le nombre fait la force, je pense qu'on peut... Enfin, il y a vraiment des personnes et beaucoup de personnes dans ce mouvement qui sont... j'en parlais tout à l'heure avec une amie, je trouve qu'ils sont d'une intelligence vraiment particulière et qui ont des idées tellement fortes et qui portent tellement leurs opinions et leurs idées et qui les font véhiculer, ils sont fédérateurs au final. Je trouve que ces personnes-là sont fédérateurs et sont fédératrices et au final pour l'instant j'ai pas l'impression que ça soit un réel problème, en tout cas que ça impacte réellement nos actions contre la loi travail. Et est-ce que tu penses que le mouvement a des chances de réussir dans la mesure où on est déjà début juin, que ça fait 3 mois qu'on est mobilisé, que les choses n'ont pas beaucoup bougé? En particulier, l'actualité récente tend à prouver que ça va plus vers un durcissement. Le texte est passé au Sénat hier et le Sénat est revenu sur le texte d'origine en supprimant tous les aménagements qui avaient été proposés en disant on va faire un truc encore plus dur que ce qui était prévu. Ils ont annoncé qu'ils voulaient supprimer les 35 heures et passer à 39 heures généralisées. Dans la mesure où on approche des vacances d'été, où les étudiants ont fini leur partiel, ont reçu leurs résultats d'examen et que la plupart des étudiants vont travailler, est-ce que tu penses qu'il y a des chances que le mouvement se pérennise? Alors effectivement, j'y ai réfléchi et je me suis dit exactement la même chose par rapport aux vacances scolaires, enfin aux vacances d'été qu'allaient arriver, où là je suis un peu plus pessimiste, enfin j'ai beaucoup plus de crainte sur la pérennité du mouvement. Je pense que il y a pas mal, faut aussi savoir, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui ne sont pas de Tours à l'origine et qui leur partiel fini rentrent chez eux dans leur département et région d'origine. J'avoue que j'ai un peu peur que le mouvement là s'essouffle vraiment à ce moment-là. Reprendra-t-il au mois de septembre, entre guillemets, quand la rentrée scolaire se fera? Honnêtement, je suis un peu pessimiste sur cette idée-là. J'ai pas un avis très tranché non plus, donc ouais. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont politisés grâce à ce mouvement? Tu disais que toi-même tu venais d'un milieu qui n'était pas spécialement politisé et que tu as appris plein de choses en venant ici. Est-ce que ça te donne pas un peu d'espoir de dire il y a beaucoup de gens qui venaient ici sans aucune connaissance et qui peut-être vont s'engager politiquement sans forcément adhérer à un parti ou un syndicat, mais vont s'engager à leur niveau, vont sensibiliser les gens et peut-être que ça va lancer une contestation de base, peut-être avec les Nuits debout, peut-être avec des mouvements alternatifs? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même une chance que la société soit plus politisée à l'horizon 2017 où il y aura des nouvelles élections et potentiellement amener peut-être un peu de renouveau dans le fonctionnement politique français? Alors effectivement, je pense que de manière individuelle, ça a fait bouger les choses et les gens se sont politisés. Je pense qu'effectivement, à titre individuel, on peut tous changer quelque chose. Après, je pense que je reste sur mon opinion que l'union fait quand même la force, même si on peut tous, à notre portée, entre guillemets, faire quelque chose et changer quelque chose. Après, en ce qui concerne vraiment la politique pure et les actes politiques, je sais pas.
Non, ouais, c'est une question où j'ai pas une idée très virulente là qui me vient. En même temps, on parle de l'année prochaine, il peut se passer encore plein de choses, donc c'est un peu difficile d'anticiper. Par rapport au gouvernement, est-ce que tu penses que le gouvernement a le choix dans ses actions par rapport au fait qu'il nous propose une loi qui nous semble pas spécialement adaptée, mais est-ce que tu penses que c'est de la pure malveillance ou est-ce que tu penses qu'ils ont juste pas le choix ? Non, alors je pense qu'ils ont le choix et je pense que c'est, alors de la malveillance je sais pas, mais je pense qu'en tout cas que c'est, il y a des enjeux, les enjeux de pouvoir sont tellement importants que du coup oui peut-être de la malveillance en arrive à se développer. Non, ça par contre je suis totalement contre le fait qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'on a tous le choix, encore plus quand on est à la tête d'un gouvernement, qu'on a on a des moyens colossaux. On est quand même, on a un pays. Enfin voilà, on est quand même en France. On n'est pas un pays qui est particulièrement défavorisé. Là en tête, il me semble qu'il y a la Bolivie, mais je pourrais pas être plus précise que ça, mais voilà, j'ai déjà entendu des pays qui étaient sous-développés par rapport à nous et qui ont réussi à se soulever, à changer les choses, qui ont réussi à créer entre guillemets un parti politique qui a fait changer leur société et avec laquelle ils étaient plus en accord. Je pense que oui, nous la France, je pense qu'on est totalement capable de le faire. Après, nous ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'Europe. Il y a quand même l'Europe avec tous les enjeux qu'il y a derrière et ce qui nous est demandé. Je pense que là peut-être que ça peut parfois être compliqué de faire face à des dirigeants qui sont encore plus au-dessus, qui dirigent, on va dire, les dirigeants de l'Europe, voilà. Je pense que ça peut parfois être délicat. J'imagine François Hollande devant dans une réunion, une commission à la Commission européenne par exemple. Effectivement, c'est sûrement pas simple, mais bon après, faut arrêter de se foutre de nous, quoi. Quand on a pour projet d'être président, d'être à la tête d'un gouvernement, c'est quand même pas rien comme projet de vie et projet professionnel. Si on commence à avoir peur de 3-4 personnes qui sont à la tête d'une organisation qui est un peu plus puissante que nous, on va pas aller très loin, quoi. On n'ira jamais très loin si on pense comme ça. Et oui, je pense qu'on a totalement le choix et là je suis là à dire ça, mais sûrement on en sait, mais encore, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, je pense aux moyens qu'ils ont sûrement. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire au niveau des détournements, le Panama Papers, les blanchiments, les choses qu'ils font, toutes ces petites choses qu'ils font en sous-marin, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en sous-marin, faut arrêter de se foutre de nous. Et je pense que ce qu'ils font en sous-marin, ils pourraient complètement le faire de manière formelle, entre guillemets, même si c'est peut-être pas le bon mot, mais utiliser l'énergie qu'ils utilisent pour nous la mettre à l'envers, entre guillemets. Je pense qu'ils pourraient complètement faire en sorte de l'utiliser pour nous, pour eux, en tout cas que ça soit dans l'intérêt de tous. Pour terminer cet échange sur une petite note positive, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu observer ces derniers temps, ou soit dans les manifestations, soit dans les actions qui se font à la fac, soit dans les actions qui se font ailleurs, à Paris, à Nantes, à Rennes, ou même dans des vidéos que tu aurais pu consulter sur le net, ou je sais pas, des endroits que tu aurais visités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne espoir sur un éventuel renouveau de la société et une évolution dans les classes politiques, une façon de se réapproprier la politique d'un point de vue citoyen, d'un point de vue local? Est-ce qu'il y a quelque chose, une note positive sur laquelle tu aimerais finir, pour donner un petit peu d'espoir aux gens qui vont écouter cette chronique? Alors, en ce qui concerne tout ce qui est parti politique, organisation politique en général, je ne sais pas. Ça là-dessus, j'ai pas du tout assez de connaissances et je me renseigne pas assez à ce niveau-là. Par contre, je pense que c'est un peu, je vais peut-être me répéter, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et les initiatives individuelles, je pense que oui, ce qui est en train de se passer là, que les gens manifestent ou pas, je pense que chacun, j'ai l'espoir en tout cas, que chacun chez soi, derrière sa télé, derrière sa radio, derrière son bouquin, se forge chacun, j'ai l'impression que chacun se forge son avis sur la question, et c'est ça pour moi qui est important, parce que c'est ce qui, comment dire ça, ce
qui... Moi, ce qui m'a permis de me rendre actrice et de rendre cette loi de merde constructive, entre guillemets, de la rendre constructive, ça a été de me faire un avis sur les choses. De ne pas de quitter, on va dire, mon statut de mouton et d'être là à gober et à dire oui d'accord, oui d'accord, oui d'accord. Non, voilà, là, j'ai plus envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Et je pense que voilà, c'est l'espoir que j'ai. L'espoir que j'ai, voilà, c'est que cette chose-là je parle beaucoup de moi, c'est pas le but, mais c'est ce que ça m'a fait à moi. Voilà, j'ai l'espoir que ça l'ait fait à plein d'autres gens et peut-être qu'après les voisins, voilà, les familles, chaque personne dans son entourage viennent en parler et pourquoi pas ne serait-ce que d'aller revoter, peut-être que d'aller revoter de manière plus nombreuse, parce que quand on voit qu'il y a eu 50% d'abstention aux dernières élections, c'est quand même ça fait mal au cœur et même si ça serait peut-être ça mon espoir, ça serait peut-être que ça remobilise les gens à aller voter et aller mettre son bulletin dans l'urne. Et j'ajouterais aussi autre chose, parce que la politique, voilà, je suis pas assez à l'aise avec cette chose-là pour en parler longtemps, mais d'aller voter. Donc un parallèle que j'aimerais faire avec le vote aussi, donc voilà, c'est hyper important d'aller voter, d'aller mettre son bulletin dans l'urne, mais aussi par rapport à notre consommation. En fait, se rendre compte à quel point en fait nos choix de consommation peuvent avoir un impact sur la société dans laquelle on vit et qui parfois malheureusement a encore plus d'impact qu'un bulletin de vote. Donc c'est malheureux, ça peut nous faire nous décourager d'aller voter et se dire que ça sert à rien, que ce qui se passe aujourd'hui, ça pourrait complètement nous faire dire ça, que voilà la démocratie elle est inexistante, c'en est malheureux, mais voilà, il y a autre chose, d'aller voter et aussi d'être un peu plus responsable dans nos choix de consommation et de se questionner peut-être un peu plus sur les produits qu'on consomme. Du coup, pour résumer ton idée, tu me dis si j'ai bien compris, ce qui te donne espoir, c'est de se dire que le savoir c'est le pouvoir et que plus les gens s'informent, plus ils ont une capacité d'action importante, chacun à leur échelle, et qu'une somme d'individus ça peut faire un mouvement qui va vraiment faire évoluer les choses. C'est ça, exactement ça, tu as très bien résumé mon idée. Merci pour l'interview et merci d'être venu pour manifester, c'est bien qu'il y ait des gens qui se mobilisent. Très bien, merci à toi et c'est bien aussi qu'il y ait des gens comme toi qui recueillent la parole de quelques manifestants. Voilà, merci. Cette interview était la dernière de la journée, quoique j'ai quand même voulu avoir un point de vue peut-être un petit peu différent et je me suis dirigé vers les forces de l'ordre qui étaient présentes sur la place Jean Jaurès à ce moment-là pour essayer de les interroger. On m'a répondu que dans l'exercice de leur fonction, ils ne pouvaient pas parler devant un micro, mais ils ont quand même accepté de me donner leur ressenti sans me donner de nom, et m'ont autorisé à publier leur avis sur la journée, sur comment s'organisait la manifestation. Globalement, les avis que j'ai recueillis étaient plutôt positifs. Les forces de l'ordre ont reconnu que la manifestation s'étant bien passée, ils étaient soulagés de ne pas avoir eu à intervenir et de ne pas avoir à sortir leur arsenal. On m'a expliqué que si les manifestants respectaient les parcours qui étaient proposés, les policiers pouvaient faire leur travail et tout le monde était content. Je vous laisse seul juge de ces propos et je vous propose de finir cette chronique sur cet air de piano qui nous accompagne depuis le début. En espérant que ces interviews vous ont plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Après tout, sur Internet, le temps n'existe pas.